Ma fiancée a séché la nuit de ma convalescence, pour aller à une fête avec celui qui n'était qu'un ami. Elle a dit que je dramatisais. Je n'ai pas discuté. En silence, j'ai retiré la bague du tiroir, et j'ai annulé une date sur le calendrier. 3 mois plus tard, elle s'est présentée à ma porte, toute tremblante, avant de remarquer ce qui n'était plus là, à l'intérieur. J'ai 34 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans, et fiancés depuis 8 mois. L'opération était mineure, une cure de hernie, en ambulatoire. Mais, les médecins m'avaient prévenu, j'aurais besoin de quelqu'un à la maison, pour la première nuit. Elle le savait. Nous en avions discuté à 3 reprises. Je l'avais écrit sur le calendrier, et je lui avais envoyé un SMS de rappel, 2 jours auparavant. Le matin de l'intervention, elle m'a embrassé le front, puis elle a promis de venir me chercher à 15 heures. Son téléphone a vibré, alors qu'elle était encore debout devant moi. Elle l'a regardé, puis m'a dévisagé, avant de dire « Oh, c'est juste lui. Il est de retour en ville ce soir. » Lui, c'était Ethan, son ami d'université. Celui dont elle parlait peut-être 2 fois par mois, toujours avec détachement. Comme une simple pensée après coup. Je ne l'avais jamais rencontré. 4 ans de relation, et je ne l'avais jamais vu. C'est sympa, ai-je dit. Oui. Il y a ce truc ce soir, juste une petite fête, avec quelques anciens de la bande. Je me souviens précisément de la voix de l'anesthésiste, plus tard, une voix monocorde, efficace. Je me souviens de mon réveil, et de mon premier réflexe, regarder mon téléphone. Un SMS d'elle. En retard. J'arrive bientôt. Elle est arrivée à 16h30. J'étais assis dans la salle d'attente de sortie, avec une infirmière qui ne cessait de regarder l'horloge. J'avais l'impression que mon abdomen ne tenait que par des agrafes, et un peu d'espoir. Elle s'est excusée, embouteillage. Elle m'a aidé à monter dans la voiture. Une fois à la maison, elle m'a installé sur le canapé, m'a apporté de l'eau, quelques biscuits secs, puis a vérifié que mes analgésiques étaient bien posés sur la table de chevet. Elle est restée assise avec moi, peut-être 20 minutes. Puis, son téléphone a vibré. Bon, a-t-elle dit, la fête commence à 19h. Je vais probablement y aller vers 18h30. Je l'ai regardée. Elle faisait défiler son écran. Ce soir. Ai-je demandé? Oui, je te l'ai dit ce matin. Tu as dit qu'il y avait un truc. Tu n'as pas dit que tu y allais. Elle a levé les yeux. Je n'ai pas vu ces gens depuis 2 ans. Et Ethan n'est là que pour le week-end. Je viens de me faire opérer. Je sais bien, et je suis venu te chercher. Tu es chez toi. Tu as tes médicaments. De toute façon, tu vas probablement dormir, non? Je n'ai rien répondu. Tu n'es pas juste. A-t-elle ajouté. J'avais prévu cela. Tu l'avais prévu depuis ce matin. Ne fais pas ça. Ne déforme pas les choses. J'ai tourné la tête vers la télévision. Elle était éteinte. Tu vas vraiment essayer de me faire culpabiliser pour ça, a-t-elle demandé. Tu dramatises. Je me suis entendu dire, va-t'en. Merci, a-t-elle répondu. Elle m'a embrassé la joue, puis elle est partie à 18h25. Je me suis endormi vers 20h. Et je me suis réveillé à minuit, avec une envie pressante d'aller aux toilettes. Il m'a fallu 4 minutes, entières, pour réussir à me mettre debout. L'appartement était plongé dans le noir. J'ai regardé mon téléphone, aucun message. Elle est rentrée à 2h40 du matin. Je ne dormais pas. Elle n'est pas venue voir comment j'allais. J'ai entendu le bruit de sa brosse à dents, puis la porte de la chambre se refermer. Le lendemain matin, elle a préparé du café, et m'a demandé comment je me sentais. J'ai répondu, bien. Elle a raconté que la fête était incroyable.
Elle m'a montré des photos sur son téléphone, elle. Ethan, et un groupe d'inconnus, un verre à la main, tout sourire. Sur l'un des clichés, il lui entourait les épaules de son bras. Il n'a pas changé d'un poil, a-t-elle dit. C'est comme si le temps ne s'était jamais arrêté. J'ai bu une gorgée de café. Au cours des 2 semaines suivantes, elle l'a évoqué à 6 reprises. Il lui avait envoyé un mème amusant. Il lui avait partagé une chanson qui lui rappelait leurs années de fac. Il envisageait de se réinstaller dans la région. Je ne posais pas de questions. Je me contentais de hocher la tête. Je disais: c'est bien, ou cool, ou absolument rien. 3 semaines après l'opération. Alors que j'étais assis à mon bureau, je me suis rendu compte que je n'avais pas ouvert ce tiroir depuis des jours. La bague de fiançailles s'y trouvait. Je l'avais emportée pour la faire ajuster à sa taille, 1 mois avant l'intervention, et je ne la lui avais pas encore rendue. Elle était rangée dans un petit écrin noir, caché derrière quelques papiers. Je l'ai sortie, je l'ai contemplée, puis je l'ai remise à sa place, avant de refermer le tiroir. Le lendemain, je l'ai déplacée dans un coffre-fort, dans mon placard. Je ne lui ai rien dit. Le mariage devait avoir lieu en juin. Nous avions fixé la date en février, juste avant l'opération. Elle était entourée au feutre rouge sur le calendrier de la cuisine, le 14 juin. Il y avait d'autres annotations tout autour, à compte de la salle à verser. Envoyer les invitations, dégustation du gâteau. Un après-midi, alors qu'elle était au travail, j'ai pris un stylo noir, et j'ai tracé un trait simple, unique, sur la date du 14 juin. Puis, je me suis assis, et j'ai dressé la liste des choses que je devais faire. Je ne lui ai pas donné de nom. C'était juste une liste. Je n'ai pas annulé le mariage. Je n'ai pas appelé la salle, ni le traiteur. Je n'en ai parlé à personne. J'ai simplement arrêté de m'impliquer. Lorsqu'elle évoquait les centres de table, je répondais, fais comme tu veux. Quand elle me demandait si j'avais appelé mon oncle pour célébrer l'union, je disais, pas encore. Elle s'agaçait. Elle disait que je ne m'investissais pas du tout. Je prétextais une surcharge de travail. Ethan s'est réinstallé dans la région à la fin du mois de mars. Elle me l'a annoncé au dîner. Elle débordait d'enthousiasme. Ce sera tellement bien de l'avoir à nouveau dans le coin, disait-elle. Ils ont commencé à prendre un café toutes les 2 semaines environ. Elle me prévenait toujours à l'avance. Je vois Ethan à midi, m'écrivait-elle par SMS. Je lui renvoyais un pouce levé. En avril, ils sont allés à un concert. Elle m'a proposé de venir. J'ai dit que j'avais du travail. Elle a demandé si j'en étais sûr. J'ai dit oui. Elle y est allée. Elle est rentrée enchantée, disant que c'était incroyable. Elle m'a montré des vidéos sur son écran, des images tremblantes du groupe, de la foule, et d'Ethan à ses côtés, qui chantait en chœur. J'ai regardé les vidéos, et j'ai hoché la tête. Cette semaine-là, j'ai commencé à chercher des appartements. Sans lui en parler. Je parcourais les annonces tard dans la nuit, après qu'elle se soit couchée. Un studio, un 2 pièces, quelque chose de petit. J'en ai sauvegardé quelques-unes. J'ai contacté un propriétaire, puis programmé une visite. La visite a eu lieu un samedi. Elle pensait que j'étais à la salle de sport. L'appartement se situait au 3e étage, très lumineux, avec du parquet au sol. Le propriétaire m'a demandé quand je comptais emménager. Je lui ai répondu que je le recontacterais. Je n'ai rien signé. Je suis rentré. Ce soir-là, elle était sur le canapé, échangeant des messages en riant. J'ai demandé avec qui elle parlait. Elle m'a dit que c'était Ethan, qui lui avait envoyé la vidéo d'un chien sur un skateboard. Il a vraiment un humour génial, a-t-elle ajouté.
Je suis allé me coucher tôt. En mai, elle m'a demandé pourquoi je n'avais toujours pas commandé mon costume pour le mariage. J'ai répondu que j'avais oublié. Elle m'a rappelé que le mariage était dans 5 semaines. J'ai dit que je m'en occupais. Je n'ai pas commandé de costume. Elle a demandé si j'avais envoyé les invitations pour le dîner de répétition. J'ai dit oui. C'était faux. Elle m'a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai dit non. Tu es distant, a-t-elle remarqué. Je suis juste fatigué. C'est le travail? Oui. Elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a assuré que nous surmonterions cela. Elle a dit que le mois de juin serait incroyable. Elle a répété qu'elle avait hâte de m'épouser. Je n'ai rien dit. La première semaine de juin, elle a demandé à voir la bague, car elle voulait la porter pour une fête prénuptiale organisée par une amie. Je lui ai dit que, par mégarde, je l'avais laissée chez mes parents lors de ma dernière visite. Elle a trouvé cela agaçant, mais n'a pas insisté. Je n'avais pas vu mes parents depuis 2 mois. Le 10 juin, soit 4 jours avant le mariage qui n'allait pas avoir lieu, je lui ai annoncé que je devais passer la nuit chez mon frère. Une urgence, il avait besoin d'un coup de main. Elle a dit d'accord, a ajouté que je lui manquerais, puis m'a embrassé pour me dire au revoir. Je ne suis pas allé chez mon frère. Je me suis rendu à l'hôtel. Je me suis assis sur le lit, et j'ai fixé le mur. J'ai commandé un repas en chambre, mais je n'y ai pas touché. Je suis rentré le lendemain matin, alors qu'elle était au travail. J'ai fait un sac, pas grand-chose, juste le nécessaire. Quelques vêtements, ma brosse à dents, mon ordinateur portable. J'ai posé mes clés sur le plan de travail de la cuisine. Je n'ai laissé aucun mot. Je suis parti chez un ami. Il ne m'a posé aucune question. J'ai dormi sur son canapé pendant 3 jours. Le 14 juin, mon téléphone a sonné 37 fois. Les messages arrivaient plus vite que je ne pouvais les lire. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Les invités sont sur le lieu de la réception. S'il te plaît, appelle-moi. Je ne comprends pas. J'ai éteint mon téléphone. Je l'ai rallumé 2 jours plus tard, 214 messages, et 11 messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés. Je n'ai pas lu la plupart des SMS. Je lui ai envoyé un unique message, je ne peux pas faire ça. Elle a appelé immédiatement. Je n'ai pas décroché. Elle a écrit, ne peux pas faire quoi? Parle-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, j'ai signé le bail de l'appartement visité en avril. J'ai emménagé à la mi-juin. Mon ami m'a aidé. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il a acheté des pizzas. J'ai mangé une seule part. Elle m'a envoyé des messages tous les 2 ou 3 jours durant le premier mois, puis une fois par semaine, et enfin, le silence s'est installé. Fin août, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était sa sœur. Elle est au plus mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais elle a besoin de comprendre pour tourner la page. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Septembre est arrivé. J'ai commencé à courir le matin. J'ai peint les murs de l'appartement. J'ai acheté une plante, elle a péri. Je repensais constamment à cette fameuse nuit, après l'opération. À la façon dont j'avais réussi à me traîner seul jusqu'aux toilettes, en m'agrippant aux cloisons. À comment j'avais pris mes médicaments dans le noir, parce que je ne pouvais pas atteindre l'interrupteur sans qu'une douleur aiguë ne me transperce le flanc. À la façon dont je l'avais entendu rentrer à 2h40 du matin. Ressentant d'abord du soulagement de la savoir saine et sauve, suivi immédiatement par cette prise de conscience douloureuse, elle n'avait pas envoyé un seul message pour prendre de mes nouvelles. Je rejouais en boucle là.
Conversation de ce matin-là. Ce ton-ci désinvolte avec lequel elle avait dit. De toute façon, tu vas probablement dormir. Comme si mon opération n'était qu'un contretemps, venant perturber sa soirée. Comme si la convalescence était une chose qui se déroulait en silence, de manière autonome, sans avoir besoin de personne. C'est peut-être cela qui m'a fait le plus mal. Pas le fait qu'elle y aille, mais le fait qu'elle soit sincèrement incapable de comprendre en quoi cela importait. Ma mère m'a appelé. Fin septembre. Quelqu'un lui en avait parlé. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai répondu, oui. Elle a demandé ce qui s'était passé, j'ai dit que je ne voulais pas en parler. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour moi, j'ai répété que tout allait bien. Ce n'était pas vrai. Je dormais 4 heures par nuit. J'avais perdu 6 kilos. Je maintenais mon appartement dans un état de propreté obsessionnelle, car c'était la seule chose que je pouvais contrôler. Je restais sous la douche jusqu'à ce que l'eau devienne glacée. Je restais assis à mon bureau, à fixer mon écran d'ordinateur, sans vraiment travailler. Mon patron l'a remarqué, et m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu, oui. Il ne m'a pas cru, mais il n'a pas insisté. J'ai commencé une thérapie à la fin du mois de septembre. Ma thérapeute était une femme d'une 50aine d'années, avec un regard doux, et un carnet sur lequel elle semblait ne jamais rien noter. Lors de la première séance, elle m'a demandé pourquoi j'étais là. J'ai répondu que je n'en savais rien. Elle a répondu que ce n'était pas grave, que nous allions le découvrir ensemble. À la deuxième séance, elle m'a interrogé sur le mariage. Je lui ai raconté l'histoire. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle m'a demandé ce que je ressentais. J'ai dit que je ne savais pas. Elle m'a demandé si je regrettais mon geste. J'ai dit non. Puis oui. Puis, j'ai répété que je ne savais pas. Elle a hoché la tête. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il est? Le fait de ne pas savoir. Le vendredi 3 octobre, au soir, je faisais réchauffer des restes au micro-ondes lorsque j'ai entendu frapper. J'ai ouvert la porte. Elle était là, debout, les cheveux attachés en arrière, sans maquillage, toute tremblante. J'ai besoin de comprendre, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas bougé. S'il te plaît, dis-moi juste ce que j'ai fait. Je l'ai regardé. J'ai repensé à l'opération, à la fête, au rendez-vous café, au concert, au cercle rouge rayé sur le calendrier, et à la bague dans le coffre-fort. Tu n'as rien fait, ai-je dit. Ce n'est pas vrai. Il s'est passé quelque chose. Tu es parti. Tu as disparu. Le mariage. Il n'y a pas eu de mariage. Elle m'a fixé du regard. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai annulé. Dans ma tête, il y a des mois de cela. Pourquoi? Je n'ai pas répondu. C'était à cause d'Ethan, a-t-elle demandé. C'est de cela qu'il s'agit? Parce qu'il ne s'est rien passé. Jamais rien. Je sais. Alors quoi? J'ai fait un pas en arrière. Tu devrais partir. Non. Je suis venu ici. Pour avoir une réponse. Je n'en ai aucune qui te plaira. Elle pleurait, à présent. Et c'est. Mon regard l'a dépassé pour se poser sur le couloir. Tu as préféré une fête à moi, le soir même où j'avais besoin de toi. Tu ne t'en es même pas rendu compte. C'est là que j'ai compris. Compris quoi? Que je n'étais pas ta priorité. Et je ne voulais pas passer ma vie à attendre d'avoir de l'importance à tes yeux. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ce n'était pas un drame, ai-je ajouté. C'était simplement la vérité. Elle a essuyé son visage. Elle m'a dévisagé, comme si elle cherchait quelque chose en moi. Puis, ses yeux ont glissé par-dessus mon épaule, vers
L'intérieur de l'appartement. J'ai vu son expression changer, au moment où elle a réalisé que les murs étaient différents. Les meubles n'étaient pas les nôtres. Cet espace ne contenait absolument rien d'elle. Pas de photos de nous, pas de souvenirs communs, rien qui n'indique qu'elle ait un jour fait partie de ma vie. Depuis combien de temps vis-tu ici? A-t-elle demandé à voix basse. Depuis juin. Avant la date du mariage. Il n'y a pas eu de mariage, ai-je répété. Elle a fait un pas en arrière, puis un autre. Elle m'a regardé une dernière fois. Elle avait le visage blême, les yeux rouges. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière, presque effacée. J'aurais fait un autre choix, a-t-elle chuchoté, si j'avais su. Je sais, ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. Je la croyais. Mais, c'était bien là tout le problème, n'est-ce pas? Elle aurait choisi différemment s'il avait fallu qu'elle sache que cela comptait, mais elle n'aurait pas dû avoir besoin de le savoir. Elle aurait dû, tout simplement, le savoir. Elle est partie. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et je suis resté là, debout, un moment. Les restes étaient froids, je les ai jetés. Je me suis assis sur le canapé, dans l'obscurité. Mon téléphone a vibré 1 heure plus tard. Un SMS de sa part, je suis désolé. Je suis tellement désolé de ne pas avoir compris. J'ai fixé le message. Mon pouce est resté suspendu au-dessus du clavier. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, un autre message, est-ce qu'on peut parler? S'il te plaît. J'ai éteint mon téléphone. 1 semaine après, des fleurs ont été livrées devant ma porte. Sans carte. Je savais qu'elles venaient d'elle. Je les ai laissées dans le couloir. Le lendemain matin, quelqu'un les avait prises. Première mise à jour. 2 mois se sont écoulés depuis qu'elle est apparue à ma porte. Les messages ont cessé. Les fleurs aussi. Tout s'est arrêté. Ma thérapeute m'a demandé si cela me faisait me sentir mieux, ou pire. J'ai répondu. Ni l'un, ni l'autre. Elle m'a demandé ce que je ressentais. J'ai dit. Vide. Le vide, ce n'est pas rien, a-t-elle observé. Je vais à la salle de sport 5 fois par semaine. J'ai repris la majeure partie du poids que j'avais perdu. J'ai meilleure mine. Les gens ont arrêté de me demander si j'allais bien. Pourtant, je ne dors pas mieux. Toujours 4, voire 5 heures par nuit. Je me réveille à 3 heures du matin, et je fixe le plafond. Je pense à elle. Je pense à Ethan. Je pense à cette fête. Je repense à ce moment où j'étais allongé dans le noir, après l'opération, à attendre un message qui n'est jamais venu. Mon ami m'a invité pour Thanksgiving. J'ai dit oui, avant de me décommander le matin même. J'ai passé la journée à regarder de vieux films, en mangeant des plats chinois à emporter. Ma mère a appelé, je n'ai pas répondu. J'ai croisé sa sœur à nouveau, cette fois dans un supermarché. Nous étions dans le même rayon. Elle m'a vu en premier, et a commencé à marcher vers moi. J'ai fait demi-tour. J'ai abandonné mon chariot, puis je suis sorti du magasin. J'ai roulé pendant 1 heure, avant de revenir pour récupérer mon chariot. Il n'était plus là. La semaine dernière, j'ai ouvert le coffre, et j'en ai sorti la bague. Je l'ai présentée à la lumière. Elle a capté les rayons du soleil à travers la fenêtre, projetant de petits arcs-en-ciel sur le mur. J'ai pensé à la vendre. J'ai cherché des bijoutiers qui rachetaient les alliances. J'en ai appelé un, j'ai pris rendez-vous, puis j'ai annulé. Je ne suis pas prêt. Je ne sais pas quand je le serai. Ma thérapeute dit qu'il n'y a pas de calendrier pour le deuil. J'ai dit, je ne suis pas en deuil. Elle m'a jeté un regard. De quoi serais-je
En deuil, ai-je demandé. De la personne que tu croyais qu'elle était. Du futur que tu pensais construire. De la version de toi-même qui croyait en ces deux choses. Je ne suis pas retourné en thérapie pendant 2 semaines après cela. Deuxième mise à jour. Nous sommes en décembre, maintenant. Presque un an s'est écoulé depuis l'opération. Je suis rentré dans ma famille pour Noël. Ma mère a pleuré en me voyant. Mon père m'a demandé si je mangeais à ma faim. Mon frère m'a demandé si je voyais quelqu'un. J'ai dit non. Nous n'avons pas parlé d'elle. Pourtant, elle était bien là, d'une certaine façon. Dans les questions que personne n'osait poser. Dans la manière prudente dont ils évitaient certains sujets. Dans ce couvert supplémentaire, à table, qu'on n'avait pas installé. Le soir du réveillon de Noël, ma mère m'a trouvé dans la cuisine, à minuit. Je buvais de l'eau, tout en observant la neige tomber par la fenêtre. « Tu veux en parler ?» a-t-elle demandé. Non. D'accord. Elle est restée là 1 minute. Puis, elle a dit, tu sais, parfois, la chose la plus difficile, c'est de réaliser que l'amour ne suffit pas toujours. Je l'ai regardé. Ton père et moi avons bien failli ne pas y arriver, a-t-elle confié. La 3e année. Il travaillait tout le temps. Je me sentais invisible. Nous avons suivi une thérapie de couple. C'était dur. Mais nous étions là, tous les deux. C'est cela qui comptait. Nous avons répondu présent. Elle aussi, a répondu. Présent, ai-je dit. Elle est venue me chercher après l'opération. Et puis, elle est partie. Je me suis tu. C'est bien cela qui importe, a dit ma mère. Pas le fait que quelqu'un se montre une fois, mais le fait qu'il reste. J'ai repris l'avion le 26. Mon appartement semblait plus froid que dans mes souvenirs. J'ai augmenté le chauffage, mais cela n'a rien changé. Je repensais à ce que ma mère m'avait dit, sur le fait d'être là, sur le fait de rester. J'avais été là pour elle pendant 4 ans. J'étais resté à travers chaque dispute, chaque doute, chaque instant où il aurait été bien plus simple de partir. Pourtant, à la fin, je suis parti sans prévenir. J'ai disparu. Je ne lui ai pas laissé l'occasion de réparer les choses. Était-ce juste? Ma thérapeute dit que la justice n'est pas le bon prisme. Elle explique que, parfois, l'instinct de préservation ressemble à de l'égoïsme vu de l'extérieur. Je ne sais pas si je me protégeais, ou si je la punissais. Peut-être un peu des deux. La nuit du Nouvel An, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Salut. C'est moi. J'ai un nouveau téléphone. Je me doute bien que tu ne répondras pas. Je voulais simplement que tu saches que je vois quelqu'un, une thérapeute. Elle m'aide à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi je n'ai rien vu. Je ne te dis pas ça pour que tu reviennes. Je sais que c'est impossible. Je te le dis, parce que tu méritais mieux que la personne que j'étais. Et j'essaie de devenir meilleur. Pas pour toi. Pour moi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es heureux. J'espère qu'un jour, tout cela ne fera plus souffrir. Ni l'un, ni l'autre. Je l'ai lu 3 fois. J'ai rédigé une réponse, puis je l'ai effacée. J'en ai écrit une autre, que j'ai effacée également. J'ai éteint mon téléphone. À minuit, je me tenais sur mon balcon, observant les feux d'artifice. Au loin. Quelque part, des gens criaient de joie. Quelqu'un déclenchait des alarmes de voiture. La ville vibrait de fête. Je n'ai rien ressenti. 3e mise à jour. Janvier est arrivé, marquant l'anniversaire de l'opération. Je n'y avais pas pensé avant le jour même. Je me suis réveillé. J'ai vérifié la date,
et j'ai réalisé, 1 an déjà. Je suis allé travailler, je suis rentré, j'ai préparé le dîner, puis je me suis assis sur le canapé. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai décroché sans réfléchir. Allô? Salut, c'est moi. Je me suis figé. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je sais que je ne devrais pas appeler, mais je voulais. Je voulais savoir comment tu allais. Cela fait 1 an que tu t'es fait opérer. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi, je m'en souviens. Un long silence s'est installé. Comment vas-tu? A-t-elle demandé. Bien. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas répondu. Je pense à cette nuit tout le temps, a-t-elle poursuivi. À la façon dont je t'ai laissé seul. À comment je n'ai rien vu, à quel point je n'ai pas mesuré ce que cela signifiait. Pourquoi m'appelles-tu? Parce que j'ai besoin que tu saches que j'ai compris, maintenant. Ce que j'ai fait, et ce que cela a coûté. D'accord. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande rien. J'avais juste besoin que tu le saches. D'accord. Es-tu heureux? A-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Je ne sais pas. Moi non plus. Nouveau silence. Je devrais y aller, ai-je dit. Attends. Est-ce que je peux te poser une question? Laquelle? Si j'étais resté cette nuit-là, si je n'étais pas allé à cette fête, est-ce que nous serions encore ensemble? J'ai fermé les yeux. Je ne sais pas. Tu ne sais pas, ou tu ne veux pas me le dire? Les deux. Elle a eu un petit rire, très triste. C'est juste. Je dois y aller, ai-je répété. D'accord. Prends soin de toi. Toi aussi. J'ai raccroché. Je suis resté assis là, pendant un long moment. L'appartement était silencieux. Le bruit du chauffage était trop fort. Les murs étaient trop blancs. J'ai ouvert le coffre, j'ai sorti la bague, et je l'ai posée au creux de ma paume. Ce n'était que du métal et de la pierre. Cela ne signifiait plus rien. Je l'ai remise à sa place. J'ai pensé à la rappeler. J'ai pensé à ce que je pourrais lui dire. J'ai pensé au pardon, aux secondes chances. Je n'ai pas appelé. Je suis allé me coucher, j'ai dormi 6 heures, puis je me suis réveillé. Pour aller courir. La vie continuait son cours. Dernière mise à jour. Nous sommes en mars, désormais. Près de 9 mois se sont écoulés depuis mon départ. J'ai vendu la bague la semaine dernière, pour moins cher que je ne l'avais payée. Je m'en fichais. J'ai pris cet argent, pour en faire don à une association, qui aide les patients opérés n'ayant pas de soutien familial. Cela me semblait juste. Ma thérapeute dit que je fais des progrès. Je dors 7 heures la plupart des nuits. J'ai recommencé à fréquenter des gens. Rien de sérieux, un café avec une femme rencontrée à la salle de sport, un dîner avec une collègue de travail. Je ne suis pas prêt pour une vraie relation. Elles le sentent, je le sais aussi. Mais j'essaie. Je l'ai croisée mardi dernier. Je l'ai vraiment croisée, par hasard, dans un café. Elle sortait, au moment où j'entrais. Nous nous sommes littéralement rentrés dedans. Désolé, avons-nous dit en même temps. Puis, nos regards se sont croisés. Salut, a-t-elle murmuré. Salut. Elle avait l'air différente, plus légère, en quelque sorte. Ses cheveux étaient plus courts, et elle souriait. Comment vas-tu? A-t-elle demandé. Bien. Et toi? Bien. Nous sommes restés là, debout, tandis que les gens nous contournaient. Je suis contente de t'avoir croisé, a-t-elle dit. Je voulais te dire quelque chose. Quoi donc? Je déménage. À la fin du mois.
Nouvelle ville, nouveau travail, un nouveau départ. C'est une bonne chose. Oui, je crois aussi. Elle a marqué une pause. Je voulais aussi te dire merci. Pourquoi? D'être parti. Je sais que cela peut paraître étrange, mais tu avais raison. Tu n'étais pas ma priorité. Nous n'étions pas ma priorité. Je te considérais comme acquis, et il a fallu que je te perde pour m'en rendre compte. Je n'ai pas su quoi répondre. Je ne suis plus la même personne, a-t-elle ajouté. Je ne serai plus jamais cette fille-là. Et c'est grâce à toi. Parce que tu as eu le courage de t'en aller, alors que je ne voyais pas ce que je faisais de mal. Je n'ai pas bien géré la situation, ai-je reconnu. J'aurais dû t'en parler. Peut-être. Mais je ne sais pas si je t'aurais écouté. Elle a souri. J'aurais probablement réussi à te convaincre de rester, et aujourd'hui, nous serions tous les deux malheureux. C'est vrai. Alors merci, a-t-elle dit, d'avoir compris ce que je ne voyais pas, et de nous avoir sauvés tous les deux. Elle m'a serré dans ses bras, brièvement, rapidement. Prends soin d'eux. Toi, a-t-elle murmuré. Toi aussi. Elle est partie. J'ai pris mon café, je me suis assis près de la fenêtre, et j'ai regardé les passants. J'ai réfléchi à ces mots, à cette idée de nous avoir sauvés tous les deux. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si j'ai sauvé qui que ce soit. Je sais simplement que je ne pouvais pas rester, et que cela devait suffire. Ce n'est pas une fin heureuse. Ce n'est pas vraiment une fin. D'ailleurs. C'est juste là où j'en suis. Je vis dans cet appartement, avec ces murs que j'ai peints, ces meubles que j'ai choisis, dans un espace qui n'appartient qu'à moi. Je me réveille seul. Je me couche seul. Je prépare mon propre café. Je choisis mes films. Je décide quand parler, et quand garder le silence. Certains jours, cela ressemble à de la liberté. D'autres jours, on dirait une punition. La plupart du temps, c'est tout simplement la vie. Je ne pense plus à elle aussi souvent. Et quand j'y pense, la douleur n'est plus la même. C'est plutôt comme une sourde douleur diffuse, une gêne avec laquelle j'ai appris à composer. Ma thérapeute m'a demandé, la semaine dernière, ce que je souhaitais désormais. J'ai répondu que je voulais cesser d'avoir l'impression d'attendre. Attendre quoi, a-t-elle interrogé. Je ne sais pas. C'est bien. Là le problème. Elle a souri, peut-être que tu n'attends pas. Peut-être que tu es simplement en train de vivre. Peut-être. J'ai 34 ans, je suis célibataire, et je repars à zéro. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Je ne sais même pas s'il y avait un bon choix à faire. Je sais seulement que j'ai pris une décision. Et aujourd'hui, j'habite l'espace que cette décision a créé. Parfois, la nuit, je me demande ce qui se serait passé si j'étais resté. Si je lui avais parlé. Si je lui avais donné une chance de changer. Mais, aussitôt, je me rappelle cette nuit-là, l'obscurité, la douleur, le silence, et je sais. Je sais que certaines choses ne peuvent pas se réparer avec des mots. Je sais que certaines blessures sont trop profondes. Je sais que, parfois, partir ne signifie pas abandonner. C'est simplement se choisir soi-même. Et peut-être que cela suffit. Peut-être qu'il faut que cela suffise. Je suis ici, seul, incertain, cherchant encore ma voie. Mais je suis là. Et pour l'instant, c'est tout ce que je peux demander.